Il a 80 ans. Il est toujours en tournée. Il dépasse encore des artistes 2 fois plus jeunes, et il continue à bâtir son empire. Mick Jagger n'est pas seulement le leader des Rolling Stones, il est une marque mondiale, un négociateur redoutable, et l'un des musiciens les plus riches de la planète. Entre tournées à 1 milliard de dollars, investissements immobiliers et projets cinématographiques discrets, Jagger a bâti une fortune qui dépasse largement la scène musicale. Alors, comment s'y est-il pris? Et à quoi ressemble vraiment sa vie en 2025? Plongeons dans la vie luxueuse et étonnamment stratégique de Mick Jagger. Au cœur de l'immense fortune de Jagger se trouve l'énorme machine qu'est les Rolling Stones. Un groupe qui n'a pas simplement surfé sur la vague de la British Invasion dans les années 60, mais qui est devenu l'un des actes musicaux les plus lucratifs et durables de l'histoire. Alors que beaucoup de leurs contemporains se sont éteints ou divisés, les Stones ont réalisé ce qu'aucun autre groupe de leur époque n'a vraiment réussi: se transformer en une entreprise mondiale, restant pertinent tout en faisant du rock une industrie à haute marge. Et au centre de cette machine, à la fois sur le plan artistique et financier, se trouve Mick Jagger. Ce qui distingue réellement les Rolling Stones, ce n'est pas seulement leur influence culturelle ou leur catalogue musical, c'est la manière dont ils ont redéfini l'économie du spectacle vivant. Leur tournée No Filter en 2018 a généré 117 millions de dollars en seulement 14 concerts, soit une moyenne incroyable de plus de 8 millions par spectacle. Entre 2012 et 2019, ils ont engrangé un total de 929 millions de dollars, faisant d'eux l'un des groupes les plus rentables de la décennie. Et ce n'étaient pas des tournées d'adieu, juste les dernières d'une longue série de circuits mondiaux ultra rentables. Selon Fortune, entre 1989 et 2001, le groupe avait déjà généré plus de 1,5 milliard de dollars. Et ils ont continué à gagner des fortunes bien au-delà de leurs 70 et 80 ans. Ce succès financier n'a rien d'un hasard. Sous la direction de Jagger, les Stones se sont transformés en entités corporatives à l'influence tentaculaire. Des ventes de billets au merchandising, en passant par les droits de marque et les licences musicales, chaque aspect de leur marque a été monétisé de manière stratégique. Ils ont créé de nombreuses structures commerciales, dont plusieurs enregistrées dans des juridictions fiscalement avantageuses comme les Pays-Bas. Ces sociétés de gestion contrôlent tout, des droits d'édition au bénéfice des tournées, permettant au groupe de réduire légalement son exposition fiscale sur des centaines de millions de revenus. Et ne vous y trompez pas, Mick Jagger est le PDG de cet empire. Il n'est pas seulement le chanteur. C'est lui qui est à la table des négociations, veillant à ce que les contrats soient solides et que le groupe conserve la propriété et le contrôle de ses actifs les plus précieux. En tant que co-auteur de presque tous les grands succès des Rolling Stones aux côtés de Keith Richards, Jagger bénéficie également d'un flux constant de redevances d'édition, générées à chaque diffusion, reprise ou utilisation d'un titre des Stones dans un film ou une publicité. Ces droits seuls valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Encore plus impressionnant, après une longue bataille juridique, Jagger et le groupe ont réussi à racheter les droits de leurs enregistrements postérieurs à 1971, obtenant ainsi le contrôle total de leurs œuvres les plus célèbres. Cela signifie que les Stones profitent non seulement de leurs nouvelles tournées et sorties, mais continuent également de toucher des revenus massifs grâce à leurs albums classiques comme Exile on Main Street, Sticky Fingers et Some Girls, régulièrement réédités en version deluxe ou utilisés dans des bandes-sons et publicités. Au-delà des revenus directs, la valeur de la marque, l'aura intangible des Rolling Stones, est quasi inestimable. Leur logo emblématique langue et lèvres est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'histoire de la musique et un moteur de merchandising à part entière. Des collaborations de luxe aux rééditions vintage, les produits dérivés des Stones représentent une activité à plusieurs millions et les partenariats de licence se sont multipliés avec l'essor des objets numériques et des collaborations de marque.
C'est cette fusion d'art et d'entreprise qui distingue la fortune de Jagger. Si les concerts apportent des cachets vertigineux, les ventes de disques restent une base solide de sa richesse. Avec plus de 200 millions d'albums vendus, le catalogue des Stones continue à générer des revenus à travers les ventes physiques, les téléchargements numériques et le streaming. Des albums comme Sticky Fingers, Exile on Main Street, Some Girls et Tattoo. Ils ne sont pas seulement des classiques, ce sont de véritables rentes. Rééditions, coffrets collector, éditions de luxe et licences pour films et publicités assurent un flux constant de revenus. Lorsqu'un morceau comme Painted Black est utilisé dans une super production hollywoodienne, une part de cette somme revient directement à Jagger. De plus, le groupe détient les droits de nombreux enregistrements et éditions post-70, ce qui signifie qu'une grande partie de chaque dollar dépensé sur leur musique ne va pas à une maison de disques, mais directement au groupe, et donc à Jagger. Même si sa carrière solo n'a jamais éclipsé celle des Stones, les projets personnels de Jagger lui ont tout de même rapporté plusieurs millions. Des albums comme She's the Boss, Wandering Spirit et Goddess in the Doorway n'ont pas été des blockbusters, mais se sont tout de même vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, et sans groupe pour partager les bénéfices, les profits lui revenaient intégralement. Plus important encore, Mick Jagger a toujours eu le sens de la réinvention. En 2011, il a lancé Super Heavy, un supergroupe éclectique mêlant les genres avec Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. Rahman. Ce projet relevait davantage de l'expérimentation créative que d'une manœuvre lucrative, mais il traduisait l'instinct de Jagger à rester dans l'air du temps, à prendre des risques et à explorer au-delà des Rolling Stones. En 2023, il est allé encore plus loin, en lançant sa propre ligne d'harmonicas en partenariat avec Wino Music et Lee Oscar. Ces instruments en édition limitée se sont vendus en un éclair, portés par sa base de fans mondiale et une fidélité à sa marque qui s'étend sur des décennies. Peu de gens savent que Mick Jagger s'est discrètement bâti une seconde carrière derrière la caméra, en tant que producteur de films. En 1995, il cofonde Jagged Films, une société de production qui devient son terrain d'expression créatif hors scène. Tandis que les Stones continuaient à remplir des stades, Jagger produisait des scénarios, finançait des longs métrages et lançait des projets à portée historique et culturelle. L'un des premiers succès de Jagged Films fut Enigma, un thriller sur la Seconde Guerre mondiale centré sur les décrypteurs de codes et l'espionnage. Le film ne bat pas de record au box-office, mais il révèle l'intérêt de Jagger pour un cinéma plus profond et intellectuel. La même année, la société sort Being Mick, un documentaire en coulisses qui offre aux fans un regard intime et inédit sur sa vie, loin de l'image de Jagger sur scène et entouré de cris. Dans les années qui suivent, Jagged Films produit The Woman, une réinvention moderne du classique de 1939, et Get On Up, le biopic salué par la critique sur James Brown, qui explore l'héritage complexe d'une autre icône musicale. Puis vient Vinyl, une série ambitieuse de HBO sur l'industrie musicale des années 70, que Jagger co-crée et produit en tant qu'exécutif. Même si la série ne dure qu'une saison, c'est un projet passion, reflétant sa compréhension intime du monde du rock et du chaos qui l'entoure. Ajoutez à cela le merchandising, les contrats d'endossement et les licences de propriété intellectuelle, et vous commencez à percevoir à quel point la fortune de Jagger est multifacette. Même à 80 ans, il ne se repose pas sur la nostalgie, il la monétise. Du merchandising personnalisé en concert aux exclusivités numériques et aux expériences NFT, Jagger a adopté le marketing moderne avec une agilité surprenante. Il est apparu dans des campagnes, a autorisé l'utilisation de son image et soutenu des produits avec parcimonie, toujours dans le ton, toujours rentable. Les investissements immobiliers de Mick Jagger sont discrets mais puissants. Il possède des biens de luxe à travers le monde, estimés à environ 250 millions de dollars. Au cœur de son portefeuille, des résidences de prestige à Londres et à New York,
deux centres mondiaux de pouvoir et de culture. Il ne s'agit pas de simples pied-à-terre. À Londres, il détient un manoir géorgien de 13 millions de dollars situé sur Richmond Hill, dans l'un des quartiers les plus verdoyants et exclusifs de la capitale. C'est le genre de propriété qui murmure le statut, avec une riche histoire et une vue protégée sur la Tamise. À New York, sa maison de ville de 7 millions de dollars, achetée, selon les rumeurs, pour sa compagne de longue date, Mélanie Hamrick, est à la fois un actif et un sanctuaire. Située dans un quartier très prisé, elle offre l'espace et la discrétion si rares dans le paysage vertical de Manhattan. Bien que détenues à titre privé, ses propriétés sont gérées professionnellement et parfois utilisées par sa famille, ancrant ainsi sa fortune dans la transmission. Mais l'instinct immobilier de Jagger va bien au-delà des achats attendus. En 2020, en pleine pandémie, il surprend tout le monde en achetant une demeure de 1,98 million de dollars à Lakewood Ranch, en Floride, pour Hamrick et leur jeune fils. La maison de près de 530 mètres carrés, située sur un double terrain avec vue sur les lacs dans une résidence sécurisée, a été achetée via FaceTime, sans aucune annonce publique, jusqu'à ce que des fans découvrent le pot aux roses. La propriété, dotée d'un studio de ballet privé, de 3 balcons, d'une piscine au sel et d'un aménagement paysager conçu pour préserver l'intimité, a ensuite bénéficié de 300 000 $ de rénovation. Elle fut revendue 48 jours plus tard pour 3,25 millions de dollars. Au-delà du bénéfice impressionnant, cette opération révèle l'instinct de Jagger pour sécuriser l'espace, la tranquillité et le confort, sans surpayer. Cela montre aussi sa capacité à naviguer le marché comme un véritable investisseur, bien loin du cliché de la star achetant sur un coup de tête. Et puis, il y a la France, où Jagger possède sans doute sa résidence la plus romantique et historique. La Fourchette, un château du XVIe siècle situé dans la vallée de la Loire. Acquis en 1982 pour 2,2 millions de livres sterling, le domaine s'étend sur 20 hectares de jardins, de forêts et de campagnes françaises. Ancienne demeure de la noblesse française, notamment Étienne François, duc de Choiseul, ce lieu n'est pas destiné à l'ostentation. Pour Jagger, c'est un havre de paix, où il jardine, fait du vélo et se coupe de l'intensité de la vie en tournée. Aujourd'hui, la valeur de ce domaine a probablement été multipliée, mais pour Jagger, sa vraie richesse réside dans le mode de vie qu'il offre, enraciné dans la nature, la discrétion et la permanence. À l'extrême opposé du climat européen, Mick Jagger possède une propriété spectaculaire dans les Caraïbes, sur l'île ultra-exclusive de Mustique. Sur cette île privée de seulement 5,7 km², Jagger détient non pas une, mais 2 villas somptueuses, dont l'une est régulièrement louée aux ultra-riches pour des sommes comprises entre 30 000 et 50 000 $ par semaine. Sa résidence principale, la Villa Stargroves, est une propriété en bord de mer au design inspiré du Japon. Elle comprend 6 chambres, une piscine lagon, une salle de jeu, un salon multimédia, des quartiers pour le personnel et même un pavillon pour enfants. La seconde, Pelican Beach Villa, est légèrement plus modeste, mais tout aussi luxueuse. Elle s'adresse aux voyageurs d'élite en quête d'un isolement total. Ces maisons reflètent non seulement le goût de Jagger pour l'élégance intemporelle et la beauté naturelle, mais elles génèrent également un revenu passif stable tout en confirmant son statut dans la plus haute sphère de l'immobilier insulaire. Mais les Caraïbes ne sont pas son seul refuge. Récemment, Jagger aurait acquis une maison en Sicile après être tombé amoureux de la pointe sud de l'île lors d'un séjour en 2020. Située à Portopalo di Capo Passero, la propriété est en bord de mer, reculée et chargée de charme local. Peu d'informations circulent, mais cette acquisition s'inscrit dans une logique bien rodée. Acheter des biens qui équilibrent retraite, potentiel de revente et valeur émotionnelle. L'héritage immobilier de Mick Jagger se lit aussi dans les propriétés qu'il a possédées et revendues. Dans les années 1970, il achète Stargroves,
un manoir majestueux dans le Hampshire, alors qu'il était, selon ses propres mots, sous acide. La maison devient un studio d'enregistrement mythique pour les Stones, mais aussi pour The Who et Led Zeppelin. Jagger l'avait acheté pour seulement 55 000 livres et l'a revendue en 1979 pour 200 000 livres. Elle a ensuite appartenu à Rod Stewart, puis à un membre de la famille Sackler, et s'est vendue 15 millions de livres en 2012. Le profit n'était pas que financier, il était historique. Autre lieu emblématique, Harley House, un appartement dans le quartier Marylebone de Londres qu'il louait dans les années 60, au moment de l'ascension fulgurante des Stones. Ce logement, récemment mis en vente pour 5,5 millions de livres, a vu passer un défilé de célébrités et de conquêtes, dont Marianne Faithfull, et fut un épicentre bohème du nouveau gotha rock. Jagger aurait transformé l'espace avec une décoration audacieuse et organisé des fêtes restées dans les mémoires du bâtiment édouardien. Quand il s'agit d'argent, Mick Jagger ne l'affiche pas avec des flottes de Lamborghini dorées. Son goût en matière d'automobile reflète, comme sa musique, une élégance intemporelle, un raffinement précis et une passion pour l'ingénierie. Sa collection est estimée entre 1,5 et 1,7 million de dollars. La pièce la plus précieuse de son garage est sans conteste son Aston Martin DB6 Volante, icône britannique des années 60. Ultra rare, moins de 140 exemplaires produits, et associé à des légendes comme Paul McCartney ou le prince Charles, cette décapotable est l'une des plus convoitées du marché. Son modèle bleu nuit, acheté à l'apogée de sa gloire, a gagné en prestige avec le temps, y compris après un accrochage fameux avec la comtesse de Carlisle. Aujourd'hui, ce type de modèle peut atteindre entre 900 000 et 1 million de dollars, voire plus avec l'histoire de Jagger attachée. Son Ford Galaxy 500 XL. Convertible, bien que moins onéreux, est un trésor personnel. Acquis au début des années 60 pour se récompenser de ses débuts fulgurants, il incarne la liberté et le succès. Sur le marché actuel, selon son état, il vaut entre 30 000 et 50 000 dollars, mais sa valeur grimperait en flèche en cas de vente aux enchères liée à Jagger. Un rocker sans Rolls-Royce? Impossible. Sa Silver Cloud 3 est un clin d'œil à la tradition britannique. Autrefois abordable, ce modèle est désormais coté entre 150 000 et 250 000 dollars, et bien plus avec une provenance de célébrité. Jagger possède aussi une Mercedes-Benz S-Class S 550, symbole de luxe moderne. À sa sortie, elle coûtait environ 96 000 dollars. Aujourd'hui, une version bien entretenue se revend entre 50 000 et 70 000 dollars. Et bien sûr, un collectionneur sérieux se doit d'avoir une Ferrari. La Ferrari 400i de Jagger, achetée en 1983 avec Keith Richards et Bill Wyman, a longtemps été sous-estimée. Désormais prisée, elle vaut entre 70 000 et 120 000 dollars, avec un supplément inévitable pour l'exemplaire de Jagger. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement combien gagne Mick Jagger, mais comment il gère sa fortune. Là où tant de rockstars de son époque se sont effondrés financièrement, Jagger est resté impeccable. Aucune faillite, aucun scandale ruineux. Des relations très médiatisées? Oui, mais aussi une rigueur budgétaire, un sens aigu des affaires et un empire construit avec méthode. En 2019, Forbes plaçait les Rolling Stones parmi les artistes les mieux payés avec 41 millions de dollars de revenus malgré les concerts reportés à cause de son opération du cœur. Même ses revers sont temporaires. Son retour sur scène a été acclamé comme un symbole de résilience. À 81 ans, Mick Jagger a surpris le monde. Il est de nouveau fiancé. Le leader des Rolling Stones est discrètement engagé à Melanie Hamrick, 37 ans depuis plus de 2 ans. L'ancienne ballerine a confirmé leur fiançailles en 2025, déclarant simplement « Nous sommes fiancés depuis 2 ou 3 ans. Peut-être qu'un jour nous nous marierons. Peut-être pas. Nous sommes tellement heureux dans notre vie actuelle que j'aurais peur de changer quoi que ce soit. » Et voilà qu'un des plus célèbres célibataires du rock,
celui qui affirmait autrefois « Je ne suis pas fait pour le mariage », s'installe avec une bague de fiançailles, un fils et une femme qui se moquent éperdument de leurs 44 ans de différence d'âge. Mais avant Mélanie, il y eut toutes les autres. Le passé amoureux de Mick Jagger est aussi mythique que sa musique. Il ne s'est pas contenté d'imposer son style sur scène, il a redéfini le terme de séducteur dans le monde du rock. Dans les années 60, il y eut Chrissy Shrimpton, le mannequin de la scène Swinging London, qui inspira certains des tout premiers hymnes de chagrin d'amour des Stones. Puis vint Marianne Faithfull, la muse bohème qui endura drogue, fausses couches et chaos médiatique à ses côtés. Leur rupture en 1970 aurait bien pu nourrir Wild Horses. Ensuite arriva Marsha Hunt, qui donna naissance au premier enfant de Jagger, Caris, et intenta plus tard un procès en paternité qui fit les gros titres pendant des années. Puis, le mariage rock ultime, Bianca Jagger. Ils se sont mariés en 1971 et elle lui donna son deuxième enfant, Jade. Mais la relation se désagrégea dans un climat d'infidélité et d'intrusion médiatique. Bianca déclara plus tard « Mon mariage s'est terminé le jour du mariage ». Quand Jagger rencontra Jerry Hall en 1977, elle était fiancée à Bryan Ferry. Il la conquit, eut 4 enfants avec elle et vécut une saga glamour et mouvementée sur 2 décennies. Mais, là encore, la fin fut chaotique. Hall découvrit que Jagger avait mis enceinte la mannequin Luciana Morad. Leur mariage, annulé. Leur lien, fracturé mais civilisé. Il continua à fréquenter des femmes plus jeunes, Sophie Dahl, Carla Bruni, et entama une longue relation, apparemment stable, avec la styliste Lorraine Scott. Son suicide tragique, en 2014, bouleversa Jagger. Il l'appelait sa compagne et meilleure amie. Et sa mort laissa une cicatrice qu'aucun tabloïd ne put embellir. Et puis, Mélanie Hamrick. Le calme après la tempête. La vie de Jagger aujourd'hui est un véritable manuel de réinvention. Il s'entraîne comme un athlète, médite chaque jour et suit un régime méticuleux. Son programme forme comprend yoga, sprint, musculation et séances de danse, jusqu'à 6 jours par semaine. À 81 ans, il donne toujours des concerts de 2 heures et peut dépasser la plupart des chanteurs 2 fois plus jeunes. Son secret? Un changement de mode de vie total. Inspiré par son père, professeur d'éducation physique, et poussé par le désir de continuer à se produire, Jagger a mis fin aux excès depuis des années. Il évite le sucre après 18 heures, mange sainement et commence la journée avec des smoothies à l'huile de foie de morue. Même après une opération cardiaque en 2019, il est revenu comme une machine. Il faisait en sorte qu'on entende chaque caisse claire, chaque guitare sur l'album, a déclaré le producteur Andrew Watt à propos des sessions de Acne Diamonds. C'est le chanteur le plus travailleur que j'ai jamais rencontré. Et côté famille, il est étonnamment présent. Avec Devro, son plus jeune enfant, Jagger dit qu'il découvre une nouvelle approche de la parentalité. Plus lente, plus patiente. On perd un peu la main, plaisante-t-il. Mais c'est agréable d'avoir des enfants à tout âge. Hamrick le décrit comme un père fantastique, allant jusqu'à dire qu'elle reçoit plus de soutien de Jagger que certaines de ses amies n'en ont de leur mari. Et bien qu'elle ne pousse pas pour un mariage, leur lien semble plus fort que n'importe quelle cérémonie. « Je me fiche de ce que les gens pensent de notre différence d'âge », a-t-elle déclaré à Paris Match. « Suis-je heureuse? Oui. Lui aussi? Oui. C'est tout ce qui compte. » Dans une décision qui a choqué fans, critiques et même certains de ses pairs, Jagger a récemment confié au Wall Street Journal qu'il ne comptait pas léguer son immense fortune à ses 8 enfants. Sa raison? Brutalement simple. Les enfants n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre. Allons. À la place, Jagger a laissé entendre qu'il souhaitait donner cet argent à des œuvres caritatives, déclarant « Peut-être qu'on peut faire un peu de bien dans le monde ».
C'est une déclaration qui a fait des vagues dans le monde de la musique et déclenché un débat passionné sur la parentalité, le privilège et ce que nous devons à la génération suivante. Pour Jagger, cette décision semble ancrée dans un principe, pas dans du ressentiment. Contrairement à certaines légendes du rock qui ont pris des décisions similaires par amertume, Jagger semble, osons le dire, philosophique. Pour lui, l'argent n'est pas la récompense. Vivre, travailler, créer, voilà les vraies récompenses. Et il semble vouloir que ses enfants trouvent du sens de la même façon. Par le travail, pas par l'héritage. Jagger est aussi, notoirement, peu sentimental. Il est aiguisé, discret, stratégique. Sa vision a toujours été plus entrepreneuriale que nostalgique, et son approche de l'héritage n'y fait pas exception. On peut maintenant gérer un business posthume, a-t-il déclaré au WSJ, en référence au concert virtuel d'ABBA. La technologie a vraiment évolué. Traduction? Jagger pense à l'impact à long terme, pas au confort familial. Ce qui l'intéresse, c'est l'héritage public, l'art, la musique, l'innovation, pas les dynasties privées. Les réactions en ligne aux propos de Jagger furent rapides et polarisées. Certains l'ont salué pour avoir promu l'autonomie, d'autres l'ont trouvé cruel. Un commentaire disait « Après toutes ces frasques et son incapacité à offrir une enfance normale à ses enfants, la moindre des choses serait de leur laisser l'argent. » Un autre a ajouté « C'est du narcissisme malin en action. » Mais d'autres l'ont défendu. Il les a élevés, soutenus, leur a donné un avantage. Ce n'est pas suffisant, a répondu un utilisateur. Peut-être que le vrai cadeau, c'est justement de ne pas les laisser dépendre éternellement de son nom. Il y a aussi une vérité inconfortable derrière la critique. La société s'attend à ce que la richesse soit transmise. Surtout autant de richesse. Nous sommes culturellement conditionnés à voir l'héritage comme le dernier acte d'amour parental. Rompre cette attente, même en tant qu'icône mondiale, c'est s'exposer au jugement. Mais Jagger n'a jamais suivi les règles. Peut-être qu'on peut faire un peu de bien dans le monde. Ces mots n'ont pas été prononcés à la légère. La suggestion de Jagger de donner sa fortune à des causes reflète un changement plus profond dans sa manière de voir sa richesse. Non plus comme un héritage familial, mais comme une responsabilité globale. Il vit peut-être comme un milliardaire, mais il est discipliné, concentré et, osons le dire, humble quant à ce que l'argent peut réellement accomplir. Il ne vit plus pour les fêtes extravagantes ou les excès d'ego. Il vit pour la scène, pour sa forme physique, pour l'euphorie créative. Sur Instagram, on le voit randonner en Italie, regarder du cricket, visiter des musées. Pas de yacht, pas de soirée sertie de diamants. Il est aujourd'hui bien plus moine que magnate. Et si son argent peut servir à autre chose qu'au luxe privé, il est totalement pour. C'est la question qui revient sans cesse. Que penseront ses enfants? Honnêtement, ils ne seront probablement pas choqués. La plupart des enfants de Jagger sont déjà riches par eux-mêmes. Jade est designer. Elizabeth et Georgia May sont mannequins à succès. James est acteur et musicien. Gabriel est journaliste. Lucas, aujourd'hui dans la vingtaine, travaille dans les médias. Caris œuvre dans le cinéma. Tous ont vécu dans le confort, le soutien et l'accès. Et n'oublions pas, il n'a jamais dit qu'il ne leur laisserait rien. Il a seulement dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un demi-milliard. Recevront-ils des fonds, des biens, un soutien privé non lié au catalogue? Presque certainement. Mais l'idée que l'entière fortune posthume de Jagger doive financer une nouvelle génération de mondains, c'est cela qu'il rejette. Alors, derrière son assurance intemporelle et ses hymnes de stade, Mick Jagger est la preuve vivante que le rock peut vieillir comme un grand cru. Surtout quand il est accompagné de décisions avisées, de biens immobiliers mondiaux et de quelques Aston Martin vintage. Mais voici la question. Pensez-vous que le vrai secret de Mick a toujours été la discipline ou simplement de ne jamais s'arrêter? Partagez vos réflexions en commentaire. Et vous, sur quoi dépenseriez-vous si vous aviez une fortune de 500 millions de dollars, un château en France ou une Ferrari des années 80?
Likez si vous avez appris quelque chose et partagez si vous pensez que Jagger reste le modèle ultime pour vivre une vie de légende.